Germaine Tillion est une ethnologue qui a travaillé sur les Chaouia dans l'Aurès et qui a effectué pendant 4 missions avant 1940 un travail important sur ces Chaouia, dont on trouve l'expression dans un ouvrage qu'elle a publié très tardivement, qui est « Il était une fois l'ethnographie ». Elle avait déjà publié des ouvrages ethnologiques, et notamment un ouvrage qui me séduisait beaucoup, qui était Le Harem et les cousins. Je vous parlais d'ethnologie de la Méditerranée, et c'est vrai que cette proximité familiale dans le monde méditerranéen est quelque chose de très frappant. Et donc, elle avait étudié ce mariage au plus proche dans le monde méditerranéen. Cela dit, en 1940, elle rentre de sa mission chez les Chaouia, et c'est là que le maréchal Pétain signe l'armistice avec les Allemands. Immédiatement, elle est indignée et elle se lance, je ne vais pas revenir sur les différentes péripéties de son action, elle se lance dans la résistance en favorisant l'envoi d'informations sur l'armée allemande aux résistants et à De Gaulle, à Londres, et d'autre part également en favorisant l'émigration des gens qui étaient soupçonnés d'appartenir à la résistance ou à qui il risquait d'arriver des ennuis vers la zone libre. Elle est arrêtée sur dénonciation en 1942 et elle est envoyée à Fresnes, emprisonnée donc à Fresnes, avant d'être déportée à Ravensbrück en 1943, où elle va rester plus d'une quinzaine de mois, puisqu'elle sera libérée en avril 1945. Et alors, là, d'une part, elle subit le traitement qu'avaient les déportés à Ravensbrück. Ravensbrück était un camp de femmes. Mais en même temps, elle s'interroge en ethnologue sur le fonctionnement de ce camp. Et notamment, elle écrit dans un carton où elle se réfugiait, dans une caisse où elle se réfugiait, une opérette extraordinaire qui s'appelle le Verfügbar aux Enfers, c'est-à-dire le disponible aux Enfers. Le disponible, c'était ceux qu'on ne savait pas employer, qu'on employait aux tâches les plus immondes, si vous voulez, dans le camp. Et c'est une opérette donc qui se moque de la vie à Ravensbrück. Ce qui fait que moi j'avais découvert cette opérette en allant chez elle au tournant des années 90-2000, qu'elle avait dans un carton et qui était manuscrite à la main, puisqu'elle avait composé ça dans sa caisse à Ravensbrück. Alors c'est une opérette où elle se moque des gardiens de ce camp de concentration et où elle met tout ça en musique avec les chansons qui avaient du succès dans les années 30-40. Donc ça donne un ensemble tout à fait extraordinaire, mais qu'elle n'a pas voulu. Oui, je vous disais qu'elle n'avait pas voulu que ce soit diffusé avant 2007, c'est-à-dire un an avant sa mort. Elle est morte à 101 ans, Germaine Tillion. Elle était née en 1907. Parce qu'elle se disait, bon, si c'est diffusé, on trouvait que
faire une opérette à partir de l'expérience concentrationnaire, ça risque d'être mal compris. Parce que, bon, là, elle se moque évidemment des gardiens du camp de concentration, mais c'est aussi quelque chose, si vous voulez, qui risque de choquer. Mais cette opérette est assez extraordinaire parce qu'elle décrit les modes de vie à Ravensbrück avec un réalisme et d'autre part avec ce côté moqueur qui est assez extraordinaire, ce qui fait qu'elle nous apprend que l'on peut rire, y compris de choses graves. En même temps, donc, je vous disais que jusqu'en 2007, ça n'a pas été représenté. Ça a été représenté au Théâtre du Châtelet en 2007, créé à ce moment-là. Et depuis, alors on voit des Fers-Fulbars aux Enfers un peu dans toute la France et même ailleurs où la pièce est diffusée. Elle a été rééditée par Le Seuil, c'est plus Le Seuil, je ne sais plus comment ça s'appelle. La nouvelle, enfin l'édition les éditions du Seuil ont un temps, ils ont plus publié sous le nom du Seuil dans la mesure où ça avait été racheté par une autre maison d'édition. Enfin bref. Et donc, j'avais été moi aussi très intéressé, je vous le disais, par Le Harem et les cousins, que je trouvais tout à fait remarquable, et qui montrait que ces mariages avec un cousin proche étaient quelque chose qui existait encore au Maghreb, qui avait existé en Europe méridionale, mais ensuite, donc, ça avait été proscrit par le christianisme, mais il y avait quand même ces affinités entre le sud et le nord de la Méditerranée. Donc, en même temps, ce que j'avais essayé de créer, c'est une conférence d'ethnologie méditerranéenne annuelle avec des personnes qui s'étaient intéressées à la Méditerranée, ce qui fait que j'avais fait venir Jack Goody, j'avais fait venir Cadaré, donc pour nous parler de la Vendetta, etc. J'avais fait venir également d'autres grands noms de l'ethnologie méditerranéenne. Et je m'étais demandé comment appeler cette conférence d'ethnologie méditerranéenne. Le nom de Germaine Tillion s'était imposé à moi. Il s'était imposé à moi et après, donc, j'étais en relation fréquente avec elle et avec également quelqu'un avec qui a été un ami que j'ai perdu assez récemment et ça m'a beaucoup affecté, qui est Tsvetan Todorov. Et donc, on avait écrit ensemble ce petit livre sur Germaine Tillion, à la fois sa biographie et ses combats. Tsvetan en a écrit d'autres livres sur Germaine. Moi, je préside maintenant l'association Germaine Tillion qui regroupe à la fois des ethnologues du monde méditerranéen, mais aussi des gens qui avaient, ou des parents de déportés, d'anciens déportés ou des filles ou fils de déportés, et puis d'autre part des gens intéressés par la vie et l'œuvre de Germaine Tillion. C'est un personnage assez extraordinaire parce qu'après la déportation, voilà Germaine Tillion qui rentre en France. Immédiatement, elle avait été informée à Ravensbrück même par une détenue de ce qui se passait en URSS, sous Staline, du goulag. Et dès qu'elle rentre de Ravensbrück, d'une part, elle écrit un livre sur Ravensbrück, qui est un livre remarquable d'ethnographie de Ravensbrück, mais en plus, elle s'associe à David Rousset. C'est Margareta, oui, qu'il avait, Margareta Bulle. Non, pas Bulle. Excusez-moi. Bon, bref. Donc, elle avait eu connaissance de ce qui se passait dans les camps de concentration en URSS. Elle s'associe à David Rousset pour créer cette ligue contre les mouvements concentrationnaires, etc. Et bref, pour dénoncer à la fois ce qui s'était passé sous l'Allemagne nazie et en même temps ce qui se passait en URSS. Donc, la voilà
surtout centré sur Ravensbrück et sur les camps de concentration en URSS, quand éclate en 1954 le conflit algérien. Et comme elle a une connaissance de l'Algérie, à ce moment-là, Louis Massignon, qui était son maître, lui dit « Retournez en Algérie, faites un rapport un peu qu'on sache ce qui se passe exactement ». Et là, elle s'aperçoit que les communautés qu'elle a connues dans l'Aurès sont désormais clochardisées, c'est son expression, qu'il y a eu beaucoup de migration, qu'il y a eu une démographie importante, etc. Bref, que ça ne va plus du tout. Et donc, elle revient, elle soumet ses conclusions à Jacques Soustelle, qui est à ce moment-là gouverneur général de l'Algérie, ou bien qui a un poste important en Algérie. Et elle crée quelque chose qui lui semble important, ce sont les centres sociaux, c'est-à-dire des centres qui ont pour vocation de fournir aux démunis une formation. Alors ça peut être une formation à la cuisine, comme ça peut être une formation à un métier donc qui permet de s'en sortir. Et elle est en Algérie pendant toute cette période, y compris pendant la bataille d'Alger en 1958. Et là, elle a un rôle aussi assez extraordinaire, c'est-à-dire que, vous savez, au moment de la bataille d'Alger, c'est vraiment qui tuera le plus. Elle va trouver le chef du FLN local, donc de la région d'Alger, et elle le prend par le col en lui disant il faut arrêter les attentats, comme ça, bon, la réciproque par les para-français s'arrêtera. Ce gars est estomaqué, et alors elle y va toute seule, toute seule dans les quartiers FLN d'Alger, pour dire ça au chef FLN. Et donc, il n'y a plus d'assassinat pendant quelques jours. Et à ce moment-là, néanmoins, le chef du FLN est arrêté. Et donc, les attentats vont reprendre. Mais ce qu'elle obtient ensuite du général de Gaulle, c'est qu'il n'y a plus aucune exécution de militants FLN. Même s'ils ont été condamnés à mort, ils sont graciés par de Gaulle. Et alors, elle rentre en France, après l'indépendance de l'Algérie, et là, elle est employée dans le ministère de l'Éducation nationale, si je ne me trompe, où elle permet l'instauration de l'enseignement dans les prisons, pour les prisonniers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez passer une thèse en prison, vous pouvez le faire. Donc, et ensuite, donc, elle devient plutôt une vieille dame, elle a une maison en Bretagne, elle s'y rend, et pour le moment, on est très préoccupé par la conservation de cette maison comme maison d'illustre qui pourrait perpétuer sa mémoire. Mais en même temps, donc, elle se remet à ses études ethnographiques, elle publie ce livre dont je vous parlais, il était une fois l'ethnographie, sans oublier ses engagements du passé, ce qui fait que quand des immigrés sans papier vont dans cette paroisse parisienne, dont je ne me rappelle plus le nom, Saint-Méry, je crois, et s'installe dans cette paroisse pour réclamer des papiers, elle va, avec toute une série de personnalités, dans cette paroisse pour porter appui, pour porter assistance à ces immigrés qui réclament un titre de séjour. Donc, une femme admirable. Et c'est vrai que faire la biographie de cette femme est quelque chose, si vous voulez, qui nous rappelle ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité. Et en définitive, ce qui est aussi formidable, c'est l'humour qu'avait cette femme. Ce qui fait qu'elle écrit dans le camp de concentration une opérette. Ce qui fait qu'elle nous montre que l'on peut parler de choses très graves, mais avec cet humour qu'elle avait et qui lui permettait à la fois d'être très compatissante vis-à-vis de ce qui se passait, mais d'avoir une certaine distance aussi. Et en définitive, c'est une très belle leçon d'ethnologie qu'elle nous donne.